Vous savez, lorsqu'on regarde nos constitutions, depuis la première constitution jusqu'à celle de 2001, on se rend compte que ce problème d'égalité homme-femme existe dans les constitutions sénégalaises. Le militantisme des femmes a commencé à être beaucoup plus important, c'est lorsqu'on a commencé à avoir les conventions internationales. Parce que dans la législation, comme je vous le dis, nationale, cela existait. Il y avait égalité entre les hommes et les femmes, en droit plus ou moins. Le mouvement féministe au Sénégal, en Afrique en général, c'est tellement compliqué. Il y a souvent eu de l'incompréhension. C'est peut-être aussi les formes de lutte qui ont été adoptées par nos aînés et qui n'ont peut-être pas tenu compte de certains paramètres. Je ne peux pas trop m'avancer, mais le mouvement féministe, encore une fois, doit arriver aujourd'hui à faire comprendre aux gens que ce n'est pas une guerre, les hommes contre les femmes. Le collectif des femmes parlementaires se bat tout le temps pour la promotion du genre, à l'Assemblée et ailleurs. Au niveau de l'Assemblée nationale, de 2012 jusqu'à nos jours, nous avons eu des acquis majeurs. Par exemple, nous avons eu l'application parfaite de la parité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Donc la parité est respectée dans le bureau, là il n'y a pas de problème. Et nous avons aussi le rapport genre du budget, parce que nous voulons aller vers la budgétisation sensible au genre. On n'en est pas encore là, mais chaque année, le ministre, en venant présenter le budget, présente en même temps le rapport genre du budget. Donc ça, c'est un acquis considérable. Et au niveau des ministères aussi, nous avons des points focaux genre. Il ne s'agit pas de se battre en tant que femme, je suis féministe. Non, mais il s'agit de se battre pour qu'il y ait une égalité, que ce qui est reconnu pour le député homme soit aussi reconnu pour le député femme. Vous savez, la violence, elle est liée au fait de la crise sociale. Une société peut être folle, sans repère, rien. Une société, elle doit se revisiter. Elle doit avoir des repères, des institutions solides qui forment des gens. Il y a de nouvelles valeurs qui émergent, mais ces valeurs-là ne sont pas opérationnelles en termes qu'elles puissent configurer des attitudes et des comportements positifs. Et je crois que cela est dû un peu, je le redis parce que j'en suis convaincue, au statut de la femme dans la société. Il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, où vraiment on a ce sentiment-là que finalement elle est toujours sous tutelle ou sous la responsabilité des hommes et que c'est ce statut d'infériorité qui subsiste. Il ne faut pas avoir peur de le dire, les choses sont là et donc il faudrait vraiment que ça cesse. D'abord, il faut admettre que c'est un désastre pour le continent. Voilà un continent qui a des atouts considérables. Nous avons 60% de notre population qui a moins de 25 ans. C'est une opportunité historique extraordinaire. C'est un désastre. Et je dirais, c'est une bombe parce que nous n'avons rien mobilisé pour faire face à cela, pour essayer de conduire ces jeunes gens à l'école pour qu'ils deviennent savants, pour qu'ils aient une bonne santé physique, pour qu'ils aient une bonne santé mentale, pour qu'ils aient du travail. C'est là où ça devient une bombe. Les crises ont fini de désorganiser complètement le tissu social. Que ce soit la crise économique, que ce soit la crise culturelle, que ce soit la crise liée aux violences politiques. Tout ceci a contribué à complètement désorganiser cette société. À tel point qu'on voit émerger des idéologies tout à fait réactionnaires. Dans mon travail, le premier acte que je pose bien souvent à la rencontre des parents, c'est faire de la psychoéducation, c'est-à-dire leur faire comprendre que ce qui est arrivé est dramatique et peut impacter durablement sur la psychologie de l'enfant, sur son équilibre. Voilà tel symptôme qui peuvent apparaître, qu'il ne faudrait pas rapporter à votre système de représentation comme quoi l'enfant est possédé par des rats ou autre.
c'est l'agression qui va produire certains symptômes. Cet enfant a besoin d'être accompagné, d'être écouté, d'être réhabilité, ok? Et d'être compris. Le fait qu'il y ait eu ces 3 cas en une semaine, en mai de cette année, donc 2019, a créé un autre sursaut. Et du coup, tout le monde s'est mobilisé, pas seulement ceux qui sont engagés dans les mouvements de la société civile, mais la société dans son ensemble s'est mobilisée. Que ce soit les femmes, les jeunes, les politiciens, les religieux, tout le monde s'est dit trop, c'est trop. Quand ça s'est passé, j'ai été interviewée peut-être le lendemain de ce crime, puisque le mort s'en est suivi, de Binta Camara. Et quand j'avais fait cette interview-là, j'avais demandé qu'on criminalise le viol. Parce que ce n'était pas normal que, après tant d'années où il y a eu vraiment pas mal de cas qui se sont posés, on arrive encore à ces mêmes problèmes. Et non seulement on a les mêmes problèmes, mais il y a une recrudescence des viols et des violences sexuelles. Et effectivement, il y a un projet de loi qui, le président de la République, et ça il faut le saluer, a demandé qu'on élabore un projet de loi pour criminaliser le viol et la pédophilie. Je pense que c'est une excellente chose. Et c'est le lieu pour moi de peut-être dire 2 choses par rapport à cette mesure du président de la République. Je dis que cette mesure nous rappelle un peu le processus de la réforme de 1999, de notre fameuse loi sur les violences du 29 janvier 1999. Il faut reconnaître que cette loi-là aussi était venue d'un déclic qui était parti d'une affaire aussi de violence. C'était l'affaire d'Okinyas de Kaolack, une femme qui a été violentée par son mari et qui a trouvé la mort. Et aujourd'hui aussi, c'est une autre affaire dramatique qui a créé un déclic qui a fait qu'on va réformer cette loi de 1999. Est-ce qu'on devrait toujours attendre qu'il y ait des drames pour pouvoir agir? Est-ce qu'il ne faut pas quand même prévenir quand même ces drames-là et avant d'attendre qu'un drame arrive pour pouvoir agir et réformer nos textes? D'abord, il y a un problème parce que, vous savez, je suis magistrate. Et ça c'est aussi très important, qui fait que les peines que nous avons à l'heure actuelle dans le code pénal ne sont pas dissuasives. Vous avez l'article 320 qui donc définit le viol d'abord, et ça c'est une avancée par rapport à la loi de 1965 qui ne donnait pas de définition du viol. C'est avec la loi de 1999 voilà, que ce viol a été défini et que même les circonstances aggravantes ont été augmentées. Donc quand vous avez ça, quand vous voyez ça, et que vous voyez, je suis magistrate, mes collègues magistrats, je suis très cohort, mais quand il faut quand même souligner certaines choses, il faut le faire. Les décisions de justice qui sont prononcées, mais sont la plupart du temps en violation de la loi pénale. Mais ce qui se passe, c'est que les magistrats, bon, je l'ai dit une fois dans une interview, je le répète, ce sont des produits aussi de la société. Et vous savez, quelquefois, c'est difficile pour eux de faire l'équilibre entre ce que la loi leur dicte et puis ce que les traditions ou bien les mentalités imposent. Faire en sorte que les questions qui concernent les femmes intéressent les médias au-delà des drames et du sensationnel. Ça, c'est un réel défi. Qu'on ne se le cache pas, même dans les pays plus développés, c'est pas acquis non plus. Les questions relatives aux droits des femmes, c'est pas tous les jours qu'on les retrouve dans les médias. Donc ça, c'est un réel défi. Maintenant, dans n'importe quelle zone du pays, les femmes ont accès à l'information. Quelque chose qui est fabuleux au Sénégal, c'est la place que les langues nationales occupent dans l'espace médiatique. D'ailleurs, tout ce qui est fait en langue nationale wolof est plus suivi que tout ce qui est fait en français, parce que c'est une manière de démocratiser l'information. Tout le monde y a accès. Quand on est une femme et qu'on arrive à la rédaction et qu'on n'arrive pas à s'imposer, c'est
les faits divers, voilà, les petits trucs comme ça. Mais il faut se battre pour faire les grandes émissions, que ce soit le sport, que ce soit la politique, c'est très difficile. D'ailleurs, il y a très peu de femmes spécialistes en politique dans les médias. Le problème, à notre avis, c'est que, vous savez, une loi, elle est faite pour être vulgarisée. Si la loi, elle n'est pas vulgarisée, elle est prise, et que la femme qui est à Tamba, qui se bat au quotidien pour survivre, la femme qui est au fin fond du Sénégal, qui se bat pour survivre, ne sait même pas qu'il y a une loi par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Comment vous voulez qu'on arrive à quelque chose? Notre constitution elle-même met les hommes et les femmes sur le plan des droits sur le même pied d'égalité, mais en réalité, ça ne se reflète pas sur le terrain. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de traduire les textes en langue nationale, mais il faut alphabétiser les populations en langue nationale pour pouvoir lire ces textes de loi-là. Ça, il faut le faire. Donc, il faut vulgariser ces lois. De manière locale, moi je trouve qu'il faut impliquer plus souvent les médias. Et ne pas juste attendre qu'on nous rapporte un fait divers pour les alerter ou pas. Non, il faut les impliquer dès le début en leur montrant que voilà, c'est ces femmes qui ne vous intéressent pas. Parce que c'est dommage à dire, mais ici, quand on prend les médias, au-delà de la politique et du sport, il n'y a pas grand-chose qui les intéresse. Moi qui suis chef du desk culture à la télévision nationale, je sais de quoi je parle. Et ainsi, leur montrer que l'information concernant les femmes a aussi son importance dans un pays en quête de développement. C'est bien ce qu'on a vu il y a quelques jours avec ces filles au concours général qui ont tout raflé. Et d'année en année, on voit qu'il y a plus de filles qui décrochent des prix. Ça, c'est de très belles histoires. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas que ça s'arrête à l'événementiel. Est-ce que ça, les gens s'en rendent compte? Est-ce que les gens dans les médias vont aller, si ce n'est le concours général, dans ces villages où les petites filles sont obligées de faire 10 km par jour pour aller à l'école? Non. Est-ce que l'on parle de ces sages-femmes qui ont accepté d'aller à 700 km de Dakar souvent c'est même pas des sages-femmes, c'est des infirmières qui sont obligées de faire le travail de sage-femme, des gynécos à la fois, parce qu'elles y croient, elles croient dur comme fer que les femmes qui sont dans ces zones ont elles aussi droit à un service de santé publique. On n'en parle pas. Et donc moi je pense qu'il faut que les gens de la société civile puissent aussi alerter les médias, pas juste quand il y a des cas comme ça dramatiques, mais aussi leur montrer qu'il y a des choses qui marchent et leur montrer le réel apport des femmes sur l'économie, sur la vie sociale, économique et politique de ce pays. Nous nous battons pour le développement durable parce qu'en fait c'est ça le défi mondial. Le défi mondial, c'est qu'en fait les sociétés se battent pour qu'il y ait un développement durable pour garantir en fait la vie des générations futures. Donc, il faut que les femmes continuent tout le temps de faire bouger les choses. Heureusement, la volonté politique est là. Parce que sans la volonté politique, les femmes ont beau crier, rien ne bouge. Mais avec la volonté politique combinée, les femmes peuvent aller vers l'application de leurs droits. Nous avons des stratégies qui sont prises par l'État. Nous avons la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité, que beaucoup de pays n'ont pas. Nous avons un plan d'action national. Le président a parlé d'élaborer un plan d'action 2019-2024, mais nous avons un plan d'action national de lutte contre les violences depuis 2017, 2016, 2017. Tout est dans le plan d'action de lutte contre les violences. Mais comment faire pour mettre en œuvre? Il y a une tentative déjà avec la collaboration de l'Association des juristes et le ministère de la femme, de la famille du genre et de la protection de l'enfance par rapport à l'implantation de certaines boutiques de droit au niveau des régions. Le genre traverse le PSE. Tous les axes du PSE, on peut identifier la prise en compte du genre. Au niveau institutionnel, nous avons les cellules genre au niveau de tous les ministères sectoriels.
Et je vous ai dit, nous avons la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité entre hommes et femmes. Qu'est-ce qui manque? Il faut mettre en œuvre cela. Parce que je vous dis que si ce plan d'action de lutte contre les violences est mis en œuvre, beaucoup de choses seraient résolues. Il faut une synergie d'action. Il faut accentuer la sensibilisation, les campagnes de sensibilisation. Il faut continuer à conscientiser les femmes par rapport à leurs droits. Il faut continuer à accentuer les campagnes de plaidoyer à l'attention des autorités. Je pense qu'il faut que la société civile puisse arriver à faire en sorte que l'État respecte ses engagements. Et le problème qui se pose, c'est que la redevabilité, pour moi, de l'État doit être de plus en plus mise en cause. Vous ne pouvez pas avoir ratifié certains engagements sans réserve et ne pas vouloir les appliquer. Et plus grave, non seulement vous les avez ratifiés sans réserve, mais vous les avez mises dans votre ordonnancement juridique. Parce que la CEDEF, elle est dans le préambule de la Constitution, la Charte africaine des droits des peuples, c'est dans la Constitution, ou dans le préambule de la Constitution, et l'article 98 vous dit que les traités sont supérieurs à la loi nationale. Donc je pense que tout ça, nous devons y réfléchir et voir comment faire pour amener l'État à respecter les engagements qu'il a pris.